Bien, je vous remercie. En effet, c'est grâce à Cage, donc cette business school, que l'on peut tenir ce soir cette rencontre. Il y aura d'autres rencontres. Je peux déjà, vous ne le savez pas encore, vous annoncer que dans les mois qui viennent, Gianni Vattimo, Sludergic et Giddens feront d'autres de ces grandes conférences. Et en effet, pour être tenu au courant, il suffit de regarder, de voir sur le site ce qu'il a dit. Mais donc ce soir, c'est un grand plaisir, un honneur de recevoir Sigmund Baumann. J'ai eu pour ma part de nombreuses occasions de rencontres, discussions, correspondances, et toujours, et d'ailleurs c'est ce que nous allons poursuivre tout à l'heure, si je puis me employer ce mot encore en latin, une vraie disputatio universitaire. Quand je dis disputatio, c'est-à-dire dans le fond un échange qui se fait sans exclusive, en même temps sans concession, mais avec cette belle vertu, à mon sens qui reste une belle vertu, la vertu de tolérance. Alors pour ma part, cela est d'autant plus important que nombre de thématiques, et on le verra dans un instant, que développe depuis de longues années Sigmund Baumann, voilà, je me sens très très proche, même si, bien évidemment, il y a, et je viens de le dire, je ne dirais pas des différences, mais en tout cas des angles d'attaque qui sont différents. Je pense ici, quand je réfléchissais à ce qu'allait être notre discussion tout à l'heure, à ce qu'avait écrit Jacob Taubes à propos de Carl Schmitt, disant en divergent accord. Donc quelque chose qui fait que tout à la fois il peut y avoir de vraies divergences et en même temps une forme d'accord. Alors pour amorcer la pompe, je vais donner quelques-unes de ces thématiques. Je dis bien pour amorcer la pompe, puisque aussi bien, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là, il y a une très belle synthèse de l'œuvre de Baumann en français qui est proposée par Pierre-Antoine Chardel. Sigmund Baumann, le sous-titre est non moins intéressant, Les illusions perdues de la modernité. C'est au CNRS Édition, et d'ailleurs, il y a en vente quelques-uns de ces ouvrages qui pourront être dédicacés à la fin, si vous le désirez. Donc là, dans ce livre, il y a une vraie synthèse, en tout cas d'un point de vue français, sur l'œuvre de Baumann. Je donne, nous en avons convenu, je vais, cela en une quinzaine de minutes, donner quelques-unes de ces pistes, et ensuite Sigmund prendra lui-même la parole, non pas pour réagir, mais pour développer lui-même ses propos. Alors je dirais premièrement, 3 ou 4 points. Le premier point, c'est important de le rappeler, d'ailleurs en référence à ce que je viens de dire ici sur les formes d'ouverture qui font parfois très défaut dans notre milieu universitaire, une sensibilité théorique. Et je maintiens le mot, une sensibilité théorique. Dans les intimations sur la postmodernité, en 92, Baumann, justement, s'opposant, ou en tout cas nuançant ce qu'était la position durkheimienne, et en tout cas ce qui, d'une certaine manière, reste cette perspective en sociologie durkheimienne, les faits sociaux comme des choses, et justement, il rappelle qu'au-delà de ce simple causalisme, il y a un processus, et toute son œuvre le montre, je dirais, d'interaction. J'oserais dire, même si cela n'est pas employé par Baumann, le pluricausalisme weberien. Je rappelle que le grand causalisme qui a été celui qui est à la source de la perspective durkheimienne, là encore en latin, post hoc, ergo, propter hoc. C'est-à-dire c'est parce que ça vient après que c'est à cause de cela. Tandis que dans l'idée un peu de pluricausalisme, il y a au contraire un va-et-vient qui est beaucoup plus fécond à mon sens. C'est là où une des sources encore communes, à la fois de Baumann et de moi-même, doit être rappelée, celle de, et le terme fait toujours un peu peur en français, celle du relativisme de Simmel. Je rappelle que Serge Moscovici, dans un très beau texte, avait, dans La machine à faire les dieux, exactement, tout un long chapitre sur Simmel, en montrant que le relativisme simmelien, c'est la relativisation des vérités et la mise en relation de ces vérités diverses. Et il me semble que c'est cette sensibilité, je maintiens, théorique que l'on retrouve
bien évidemment, chez Bauman, qui induit une attitude qui est constante chez lui et que l'on voit d'ailleurs à la fois dans les discussions et dans ses écrits, une attitude d'hétérodoxie. Là, un peu contre, bien évidemment, la doxa, fut-elle une doxa savante. Et c'est cela une vraie perspective zimélienne qui repose fondamentalement sur une grande banalité, mais comme toujours de ces banalités qu'il convient de rappeler, l'ambivalence humaine. Pour ma part, dans l'inspiration proche en cela de Gilbert Durand, ceux qui me connaissent le savent, ou encore de Stéphane Pasco, cette ambivalence, ce relativisme, cette hétérodoxie, je la développe au travers, je dis le mot, l'expression, et je l'explique, une logique contradictorielle. Une logique contradictorielle, c'est une logique, c'est un moment où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. D'une certaine manière, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la dialectique, mais cette logique du et à la place du ou bien. Là, je dirais que c'est l'essentiel pour moi de cette sensibilité théorique. Je rappelle d'ailleurs que s'il y avait une caractéristique à donner de la postmodernité, toujours difficile pour quelque chose qui est à l'état naissant, eh bien justement c'est le pluriel. Puis-je ici rappeler ce qu'était la formule d'Auguste Comte quand il définit la société et la sociologie qui est censée en rendre compte au XIXe siècle, il dit « reductio ad unum ». Et dans cette réduction à l'un, on a en quelque sorte justement ce que je viens ici d'indiquer sur ce causalisme. Le pluriel, pour moi, me paraît être, dans le sens simple du terme, la caractéristique essentielle de la postmodernité. Juste pour mémoire et par parenthèse, parce que ce n'est pas un auteur que cite Bauman, mais je rappelle que quand, en 1950, commence le postmodernisme architectural, le manifeste de Roberto Venturi s'intitule « De l'ambiguïté en architecture ». Ce thème de l'ambiguïté en architecture peut pas par après se voir, je dirais, là, dans l'architectonique, bien sûr, sociale ou sociétale. Mon hypothèse, c'est que c'est sur ce que je viens de dire que repose épistémologiquement cette grande idée de la société liquide. Et d'ailleurs, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, encore une fois, je le dis sans compétence particulière, je rappelle qu'il y a très souvent une perspective parménidienne, la substance, à d'autres moments, au contraire, la perspective héraclitéenne, pantarei, tout coule. Et on revoit comment, de diverses manières, ce va-et-vient entre ce qui est de l'ordre de la substance et ce qui est de l'ordre du devenir peuvent se succéder ou en tout cas rentrer dans une connexion. Et je pense que le fluide, le flexible, la liquidité telle que Sigmund en parle, renvoie à mon sens, bien sûr, à cette seconde perspective héraclitéenne. Là encore, il y a un point d'accord, et cela a été dit d'ailleurs, parce que Sigmund Bauman cite ce livre, mon livre du nomadisme, en 1996, où j'appliquais cette grande perspective du nomadisme à la postmodernité. L'idée était simple, je la redis. Chaque fin d'époque, eh bien, on voit une nouvelle mise en circulation. Et époque, je le rappelle, et pas simplement par simple pédanterie, en grec, époqué, c'est une parenthèse. Donc quand une parenthèse se ferme et quand une autre parenthèse s'ouvre, il y a ce mouvement, cette circulation, dans le sens simple du terme, et pour revenir à des belles expressions françaises, le commerce des biens, commerce des idées, commerce des affects. Juste trois noms pour donner un fondement historique, je dirais, à cette idée simple. Werner Jäger, Paideia, la formation de l'homme grec, qui montre comment la cristallisation des cités grecques, il y a une intense circulation sur le pourtour méditerranéen. Le roi Ladurie, quelques siècles plus tard, fait la même chose pour le Moyen-Âge, en montrant que justement, c'est parce qu'il y avait cette circulation que le Moyen-Âge n'était pas ce que l'on a trop facilement dit par après, un siècle d'obscurantisme. Carl Schmitt, quand il réfléchit justement sur le droit européen des nations, Jus Europeum Gentium, rappelle un mot très simple, celle de la circumnavigation. La circumnavigation, c'est-à-dire la découverte du Nouveau Monde, qui va bien évidemment créer l'Europe.
Voilà ce qu'est, dans le fond, la vie liquide telle que Zygmunt Bauman en parle. Pour moi, l'expression de la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est à partir de là qu'il y a la critique de la modernité. Le sous-titre d'ailleurs de Chardel, dans ce livre auquel je faisais référence tout à l'heure, me paraît fort intéressant, Illusion perdue de la modernité. Et dans ce sous-titre, on a ce qu'est en effet la critique de Bauman, l'essence, fort à dire, mais il est important de le rappeler, essence totalitaire de la modernité. Sur quoi repose-t-elle? Sinon sur la sécurité. Je protège, tu te soumets. La protection engendre la soumission. Là encore, une proximité par rapport à ce que personnellement j'ai écrit dans ce qui fut à l'époque ma thèse d'État, intitulée en édition La violence totalitaire en 1979, je rappelais ce qui pouvait être le totalitarisme doux de nos sociétés, à côté du totalitarisme stricto sensu, totalitarisme doux qui reposait sur cette idée de sécurisation, de risque zéro sous ses diverses modalités. Voilà un peu les deux points qui me paraissent importants, enfin que je voulais souligner. Et le dernier point serait le fait que cette liquidité, c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais je ne peux pas ne pas le dire, cette liquidité n'est pas sans assise, sans point fixe. Je cite ici une phrase de ce qui est le livre de Bauman qui s'appelle « L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?» L'être équivaut à un processus de récapitulation continue du passé. Et c'est important de voir comment il y a dans ce processus de mémoire quelque chose qui est en effet récapitulation, sédimentation. Pour ma part, je dirais que c'est cela que j'ai traduit au travers de la notion de tribu ou de tribalisme postmoderne, avec un oxymore auquel je tiens et qui renverrait un peu à cet élément paradoxal, l'enracinement dynamique. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la référence éventuellement à cette récapitulation, à cette lente sédimentation, qu'il peut y avoir, stricto sensu, de la dynamique, donc dynamisme, c'est la force. Et je crois que c'est là-dessus que tout à l'heure Zygmunt veut, et sur quoi Zygmunt veut insister, ce qui serait ces réseaux sociaux, la cyberculture sous ses diverses modulations, qui serait contemporainement une des formes de cette liquidité. Je rappelle pour ma part ce qui fut la seule définition que je me suis permis de donner de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. La démultiplication des effets, archaïque, arché ce qui est premier, fondamental, la tribu serait une de ces archaïsmes, et bien sûr le développement technologique, la tribu plus Internet. Voilà les trois points, il y en aurait bien d'autres, j'ai dit que c'était juste pour amorcer la pompe que je donnais cela, mais on verra après, s'il y a discussion, et après l'intervention de Zygmunt Bauman, auquel je laisse maintenant la parole. Il y aura une traduction consécutive. Mesdames et messieurs, there is no other way of starting my presentation here as with apology. I have been by now following and closely watching developing of Professor Maffesoli with rising attention, respect and admiration. And there is no way I can convey to you in 30 minutes the whole list of very important, in my own work, issues in which I took inspiration from the work of Professor Maffesoli. So my apology is that I must confine myself to just one issue, picked out from very profuse and very profound, tremendous ampleur, creativity of Professor Maffesoli. And I will call in one sentence what I am going to speak about as l'attribut de Professeur Maffesoli, révidité.
Donc je voudrais commencer par par présenter mes excuses. C'est bon. Bon, commencer donc par présenter une excuse. J'ai vu se développer l'œuvre de Michel Maffezoli. J'ai suivi avec beaucoup d'attention son travail. Et je ne peux pas dire en 30 minutes tous les points où, dans ma propre œuvre, j'ai trouvé une source d'inspiration. Je vais donc me tenir à un point en particulier, un problème de très grande ampleur, et en une phrase, je le formulerai ainsi, c'est la tribu revisitée. My major thesis, which I would like to argue, is that we are now living at the moment in the course of a situation in which tribalism is searching for the tribes. The tribalism attached from the traditional Orthodox phenomenon of the tribe, set loose, set afloat. You can compare it, if you still remember, I see very many young faces. There was once a great anthropologist, Claude Lévi-Strauss. He took from de Saussure the idea of signifiant, signifié, previously, originally, very closely related one-to-one to each other, but now signifiant set loose, lost original signifié, and it's possible to attach it to a number of different things around. So we are now in such a situation. Tribalism is on the rise. In this sense, you can consider Le Temps des Tribus, written by Professor Maffezoli, as really prophetic statement. Because with the flow of time, it becomes more and more faithful depiction of the situation in which we found ourselves. Ma thèse principale, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une situation où le tribalisme recherche ses tribus. Je vois ici beaucoup de visages jeunes, mais je pense que chacun se souviendra de Claude Lévi-Strauss, qui avait repris les idées de Saussure, notamment les idées de signifiant et de signifié, des idées au départ très proches l'une de l'autre, mais aujourd'hui on a le sentiment que le signifiant est un peu lâché dans la nature, on ne sait pas très bien à quoi le rattacher. Donc l'idée de tribalisme, oui, le phénomène tribal connaît une expansion, et en ce sens, votre ouvrage, Le Temps des tribus, était très prophétique. Je crois qu'effectivement, avec le temps, on va s'apercevoir que cela décrit très bien la situation que nous vivons. And once again, it will be one of the many examples of the inspirations. I'm not developing the original idea of trying to develop the original ideas of Michel Maffezoli. He originally admitted, located the phenomenon of resurrection of tribes and tribalism in mégalopoles of the postmodern. Les quartiers, les cités, les quat, sorry. Les quatre rues sont comme autant de territoires que l'on partage avec la tribu, que l'on s'emploie à défendre parfois même violemment, mais qui sont une véritable matrice où les vivre ensemble trouve son expression naturelle. Here the tribu is located territorially, assigned to certain way of certain form of habitat, the modern cosmopolis or the modern megapole. But at the same time, already in Le Temps des Tribus, Maffezoli pointed out, again as a kind of anticipation of the future, la seule différence notable between those traditional tribus and the contemporary ones
contemporary ones using the modern informatics technology. La seule différence notable caractéristique de la galaxie électronique est certainement la temporalité propre à ce tribu. En effet, à l'opposé de ce qui induit généralement cette notion, le tribalisme dont il est ici question peut être parfaitement éphémère. Il s'organise suivant les occasions qui se présentent. Ephemeral temporality, inbuilt temporality of the tribes as the new feature emerging because of the collection of departures which I will try to discuss here briefly. Donc un exemple de la façon dont l'idée de tribu peut poser des questions, c'est que Michel Maffezoli, vous situez l'apparition des tribus dans la ville postmoderne, donc les quartiers, les cités. Vous écrivez donc, cette citation, sur les rues qui sont la véritable matrice d'un vivre ensemble. On a donc l'idée que là, la tribu, c'est quelque chose de localisé, qui va être associé à des habitudes de vie, quelque chose de situé. Mais vous remarquiez déjà, à l'époque, que la différence entre la tribu au sens traditionnel et la tribu postmoderne de la galaxie électronique, c'est la temporalité, sa temporalité propre qui est caractérisée par l'éphémère. Should I slice my speech into shorter pieces? Well, I would like to pick up particularly two aspects of the new situation. On the one hand, it is the condition of metamorphosis. Metamorphosis are the more than just transition, more than just transformation in our human condition, which is taking place in our time. Now, when we are sitting here and discussing the matter, it takes place. The other point which I would like to pick up and discuss briefly is that we are now split between our universe which we inhabit, is split between Enlil and Orly, two different sub-universes, which are still groping to communicate with each other, but far from reaching a coexistence, peaceful and mutually useful. I will start from the first one, from the metamorphosis. Donc je voudrais revenir sur l'idée que nous vivons une véritable métamorphose. C'est plus qu'une transformation. Nous vivons cette métamorphose de société ici et maintenant. Et cette métamorphose tient en ceci que nous sommes dissociés entre l'univers dans lequel on habite, l'univers hors ligne, et notre univers en ligne. Et nous sommes de ce point de vue loin d'une coexistence paisible et mutuellement profitable. I wanted to admit at the beginning that the concept of metamorphosis I took from the last great work of Ulrich Beck, the work which will be completed because it was left unfulfilled, not ended early next year, and it is called really Metamorphosis of Our World. Metamorphosis is something more than I used to myself used before to describe the dramatic nature of contemporary change. I use the term interregnum, something metaphor of interregnum. Le roi est mort, vive le roi, something like that. You know, one ruler is over, it doesn't work any longer, doesn't tell us what to do, and the new one is still incognito, unknown, uncertain. We don't know what to expect.
But metamorphosis consists something more than that. In the intention of Ulrich Beck, what it should emphasize when you use this concept is that what is typical of our time is that what today is inconceivable, impossible to anticipate, tomorrow becomes a norm. Now, it is an extreme case of Riesgo-Gesellschaft. It is just the situation in which making predictions and thinking long-term, planning, projecting the future becomes all but impossible. Et je reviens donc sur ce concept de métamorphose qu'on trouve notamment dans une œuvre inachevée d'Ulrich Beck qui s'appelle La métamorphose de notre monde, avec un sens qui va un peu plus loin du sens que le sens que je soulignais tout à l'heure. Moi je dis souvent interregnum, mot latin donc qui désigne cette période après laquelle un souverain s'en est allé et avant laquelle le souverain d'après n'est pas encore arrivé. Donc le roi est mort, vive le roi. Et Ulrich Beck insiste sur le fait que ce qui est caractéristique de notre époque, c'est qu'il devient impossible d'anticiper, de prévoir, de planifier, et ce que nous ne pouvons pas anticiper aujourd'hui, eh bien ça va être la norme de demain. The big question, of course, is how we have arrived here where we are now, in this condition. I would like to suggest to you, Madame Monsieur, that the line of development, historical development, is not straight. That it is much better, much more helpful to think about the logic of history, history which is just behind us, not as a straight line leading. I remember when I was a young man, I read quite a lot of books written and published about history as a progress towards freedom, more and more about freedom. Rather, it is better to think about history as a pendulum. The two values, security and freedom, being equally indispensable for a dignified, meaningful human life, they are at the same time very difficult to make compact, to live in peace with each other. You know very well that security without freedom is downright slavery, and you know very well as well that freedom without modicum of security is just living in a chaos in which orientation, self-assertion, self-control are virtually unthinkable. So it is a pendulum. We move very eagerly, very zealously in one direction of the more value which we feel like having not insufficient quantity, insufficient amount of this value, but doing that, we fall into sort of a trap because you can't get more of one value without surrendering something of the second value, and vice versa. So each bigger bit of freedom is associated with increased insecurity, and all gain in the area of security is associated with surrender of the part of freedom. What I'm suggesting is that after the massive deregulation and privatization of the context of human life which took place 50, 40 years ago, we have arrived at the point, after acquiring unprecedented realm of freedom, we are arriving at the point where the pendulum is turning the other way. And more people all around the world, you see enormous amount of symptoms of what's going on,
more and more people are ready by now to surrender quite a good chunk of their hard-won freedoms in exchange of more security. Je voudrais donc suggérer, revenir sur cette idée du développement des choses, de l'idée de progrès, et il m'a toujours semblé plus profitable de penser à l'histoire, non pas comme une ligne droite, la ligne du progrès, quelque chose de rectiligne, où on va systématiquement vers de plus en plus de liberté, mais plutôt comme un pendule, avec deux valeurs, la liberté et la sécurité, deux valeurs qui sont indispensables, mais il y a toujours un mouvement de l'une à l'autre. Elles sont très difficiles, ces deux valeurs, à concilier l'une avec l'autre. Si on a la sécurité mais qu'on n'a pas de liberté, on obtient l'esclavage. Si on a la liberté sans sécurité, on a le chaos. Et donc ce pendule qui oscille entre deux valeurs nous amène à sacrifier toujours l'une au dépens de l'autre. Un gain d'un côté, c'est une perte de l'autre. Et donc je propose qu'après cette période de dérégulation des rapports humains qui est intervenue ces 30 ou 40 dernières années, où on a atteint un niveau de liberté tout à fait inédit, le pendule commence à revenir vers l'autre côté, et de plus en plus de gens, on le voit, sont prêts à renoncer à un morceau, une part de cette liberté chèrement acquise. Well, this tremendous metamorphosis related to what I described as a turn of the pendulum has been approached by different authors from slightly different points of view. I would like first to bring to your attention a recently published book written by a Korean, Byung-Chul Han, in Germany, where he settled, under the title Müdigkeit, Gesellschaft, and translated, I think, already in French under the title Society de la Fatigue. And what he suggests there is that we are passing from the culture, from the society of discipline to society of performance. And there is a big difference hidden behind this juxtaposition. In a society of discipline, the major problem was to impose, to enforce, to encourage people to accept certain set of norms and behave accordingly. And the greatest fear of individuals was non-conformity, to fall in disgrace because of not being able to perform the norm properly or being caught doing it wrong. Performance, however, transfer the burden of proof, the burden of meeting the challenges of life properly from the collective shoulders onto individual shoulders. As Ulrich Beck himself put it, individual today is expected to find individual solutions to socially produced problems. So this tremendous burden, considering particularly the great majority of individuals miss the kind of resources, talents, abilities, skills, imagination, which would enable them really to construe and to use these individually constructed ways of dealing with the collectively produced challenges. And the major fear of that time, unlike in the society of discipline, is not non-conformity, but my personal inadequacy. I am not up to the task. I cannot do it. Some other people do it, and all television or headlines in the newspapers, internet, Google, whatever is the source information, provide you, feed you with ample information that there are people who thrive under these conditions, but more and more people, and that is a background behind
the political movements today in great part of Europe are feeling like being left behind and getting the wrong part of the deal. Donc cette idée de métamorphose dont je parlais tout à l'heure, elle a été approchée par plusieurs angles, et notamment, il y a un auteur allemand, donc c'est monsieur Kahn, hein, c'est ça, qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle donc Société de la fatigue, et qui montre bien comment on va d'une culture, d'une société de discipline à une société de performance. Dans une société de discipline, on cherche à imposer des normes, à imposer des cadres, et la grande peur des individus, c'est de ne pas parvenir à se conformer aux normes ou aux cadres, avec un risque d'exclusion si on ne se conforme pas. Dans une société de performance, le fardeau de la preuve, pour ainsi dire, est transféré de la collectivité à l'individu. Et Ulrich Beck souligne à quel point, dans une société de performance, l'individu, eh bien, il lui est confié la tâche de trouver des solutions individuelles à des problèmes collectifs. Or, de plus en plus, nous avons des individus qui n'ont pas nécessairement les ressources pour résoudre ces problèmes collectifs à leur niveau individuel. Et le problème, voilà, devient donc cette inaptitude individuelle que l'on fait peser sur les individus. Je ne suis pas capable, je n'ai pas les ressources. Et donc on va trouver quantité de modèles sur Internet, dans les médias, d'exemples de personnes qui réussissent dans un tel contexte, mais bien évidemment la majorité des individus n'en ont pas la possibilité. Well, another way of approaching the same problem is one suggested by, also recently by Roberto Esposito, one of the leading Italian philosophers, who suggests a pair of concepts, couple of concepts, communitas versus immunitas. His suggestion is that we are passing from the way of organizing our togetherness on the ground of communitas to a situation in which we base our cohabitation on the principle of immunitas. Immunitas, non-vulnerability. Passage from communitas to immunitas means that a lot of constraints which prevented your forefathers, your grandfathers, great-grandfathers, from really self-assertion, self-creation and self-assertion, and getting recognition for what you have decided to take for your form of self-assertion. Now all these constraints, or most of them, were removed, which again we have here another way of looking on this tremendous progress of individually based freedom of choice. But the price which is paid from this tremendous gain in freedom is very high. Is very high because in order to be really not vulnerable, immune to the misfortunes, to the blows of fate, to the unexpected catastrophes which come from nowhere and unexpected and take you by surprise. Now, in order to get this sort of immunity, one needs means which most people are deprived of. So most people feel something like, you remember Etienne de la Boétie? Well, his idea of servitude volontaire. People are thinking, even if not expressing it in so many words, but they are thinking in terms, come back, community, everything is forgotten, everything is forgiven.
but community is no longer there, and that's the problem. That's the problem. I will come back to it because that is connected more with the second issue which I want to discuss, namely the impact of the new means of dealing with challenges, new technological means of dealing with challenges presented by the contemporary society. Il y a un autre angle d'approche à ce problème, c'est celui que suggère Roberto Esposito, qui propose que nous sommes passés d'un fonctionnement de communitas à un fonctionnement de immunitas. Communitas par laquelle on réfléchit aux moyens d'organiser notre vivre ensemble, là où immunitas, le but recherché, c'est d'être invulnérable à ce qui peut nous arriver. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'énormément de contraintes qui pesaient sur nos ancêtres, qui empêchaient nos aïeuls de s'affirmer ou d'accéder à la reconnaissance, ces contraintes, on ne les a plus. Et donc on a ce problème du choix individuel qui pèse donc sur l'individu. Et le problème, c'est qu'il y a un prix très élevé qu'il faut payer pour ce gain de liberté individuelle, car pour être immunisé contre tout ce qui peut nous arriver, toutes les catastrophes, tous les fléaux qu'on peut imaginer, il faut des outils que n'ont pas la plupart des gens. Donc un des problèmes que je vois, c'est que ce sens de la communauté n'est plus là, on l'a perdu, et je ferai le lien tout à l'heure avec les nouvelles communautés qui prennent racine sur les structures technologiques. And the third approach I picked up, the one which comes closest to our second topic, is one presented by Michel Serres in his also recent book, La Petite Poussette. And that's the question, that's the place where he states very, very bluntly, I quote from him, without us even realizing it, a new kind of human being was born in the brief period of time that separates us from 1970s. He proposes a long list of various aspects in which this new type of human being, which was born in the last 40 years, is different from its predecessors. But he puts a lot of responsibility not on objective situation of the morphology of the tissue of our mutual relationship, but rather in the instrumental area, the tools which we use in order to perform tasks which are still with us, living with others, communicating with others, establishing relationships, breaking relationships, replacing relationships with something else, trying to make them stable, or on the contrary, trying to make them easy to untie and leave behind. Again, I quote what he says: the young of today have access to all people with their cell phone. With global positioning system, they have access to all places. With the internet, to all knowledge. And what he concludes from that is that everyone speaks of the death of ideologies, but what is disappearing is not ideology, but the belonging recruited by those ideologies. The fear of loneliness, the fear of being left behind. There is ample, virtually infinite realm of opportunities, possibilities, but somehow it doesn't work in my case. Fear of losing the life earnings or losing your job, which may disappear at any moment. Tomorrow you can wake up and
find out that the company for which you worked for many years doesn't exist any longer, has been swallowed by a bigger one, and in the process your job has disappeared. Your contacts, your ties, your bonds with your partners are also very frail, very loose, very unpredictable. Anthony Giddens, a British sociologist, calls it pure relationships, and considers this to be a great progress. But pure relationship means, in his definition, relationship which is entered and kept with one purpose only, to get satisfaction, gratification from that relationship. Once this gratification diminishes or disappears altogether, or it simply becomes unexciting because it repeats itself, you don't expect any new adventure, anything really exciting, then there is no reason why a relationship should last. The problem, however, of course, is that in order to create this pure relationship, you need agreement of two persons. But in order to break it, one decision of one person is quite enough, which means that the price paid for a pure relationship, whatever the gains which you may obtain from there is the condition of constant uncertainty. What happens if my partner first decides that enough is enough? It is so easy to break, to finish, to terminate the relationship by decision of just one person. Je pense à Michel Serres qui, dans son ouvrage La Petite Poussette, raconte comment, sans qu'on s'en aperçoive, un nouveau genre, un nouveau type d'être humain est né, très différent de celui auquel on était habitué, par exemple dans les années 70. Et il en donne une liste de caractéristiques de ce nouveau genre d'être humain. Il attribue beaucoup de responsabilités à la dimension instrumentale des relations humaines aujourd'hui, ces outils qu'on utilise pour entrer en relation avec les autres, pour rompre. Et il a ces jolies phrases. Donc, les jeunes aujourd'hui ont accès à tous les savoirs, tous les contacts, tous les endroits, toutes les connaissances. Tout le monde parle de la mort des technologies, mais ce qui disparaît, c'est le sens d'appartenance. Ce qu'on constate, c'est que avec ces nouvelles technologies, arrive la peur d'être abandonné, de perdre ses revenus. On peut se réveiller du jour au lendemain en ayant perdu ses contacts, en ayant perdu ses relations. Donc le monde devient de plus en plus imprévisible. Anthony Giddens parle de relations pures et il y voit un progrès, mais il faut s'entendre sur la définition. Parce que quand on ne trouve plus de gratification à une relation, évidemment, il n'y a pas de raison qu'elle dure. Mais autant pour créer cette relation pure, il faut l'accord de deux personnes, autant pour rompre cette relation pure, une personne suffit. Donc on voit bien que quels que soient les gains, il y a toute cette évolution comporte énormément d'incertitudes quand il devient si facile de mettre un terme aux relations autour de soi. So we come to this issue of only and the orally and the controversy between them. I suggest to you that they are two very closely interconnected universes in which we spend our life. We cannot avoid living in both. Already, according to social research conducted, the average person spends half of their waking time in front of screens, big screens, small screens, but screens nevertheless, rather than with human faces, talking to living people out there. In more and more
issues which are presented by the life challenges, by the life pursuits which we undertake, we rely on computer-suggested illusions. And it's not easy to transfer the expectations which are developed when we are spending time online, on the street, on the workplace, on the university, on the school to which you send your children, the offline world in which the childishly simple solutions suggested for a problem confronted online by computerized technology are simply inadequate, simply cannot be applied. I suspect, ladies and gentlemen, that a very widespread understanding of the very idea of progress is a fight against inconvenience, discomfort, and strenuous effort, doing away with inconveniences of life, having somebody doing it for me rather than myself. From this point of view, if you really share in this sort of understanding, which in my view is quite typical for the modern project, so-called, then you will see that introduction of informatics technology is a great step forward. It makes doing things easier. We don't, as the popular expression today insinuates, we don't any longer have to walk through life. We don't have even to swim through life. What computer promises us is to surfing through life. Surfing means gliding on the surface of things. It is a much quicker way of going to your goal, to your destination, than any other kind of mobility you can think of. But the price, of course, which we pay for that is counted in terms of the depth of the things which are achieved on the web or internet, and the skills which are needed in order to make those solutions real. Le problème, c'est donc de la différence entre ces deux univers, l'univers hors ligne et l'univers en ligne. Je dirais que ce sont deux univers très interconnectés finalement, parce qu'on ne peut pas vivre, dans les deux. Les études montrent qu'on passe environ 50% de son temps devant l'écran plutôt que de le passer devant des vraies personnes. Et donc on s'habitue à ces illusions que nous propose l'ordinateur, l'écran, et il n'est pas du tout facile de transférer ensuite ces habitudes, ces illusions, depuis le monde en ligne jusque dans le monde hors ligne, à l'école, au travail, à l'université. On ne peut pas appliquer les solutions du monde en ligne dans le monde réel, le monde hors ligne. Alors, qu'est-ce que c'est le progrès moderne et même le projet moderne? D'après moi, c'est se débarrasser des contraintes, de l'inconfort, d'une certaine façon, se débrouiller pour que quelqu'un fasse les choses à ma place. C'est ça le projet moderne. Et l'introduction des nouvelles technologies, des technologies de l'informatique, de ce point de vue, a tout facilité, puisque on n'a plus, comme dit l'expression populaire, on n'a plus à faire son chemin dans la vie. On peut se contenter de surfer sur la vie. Et surfer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire glisser à la surface. Alors évidemment, en glissant à la surface, on arrive bien plus vite
au but qu'on s'était fixé, mais tout cela a un coût. Ça a un coût en capacité qu'il faut pouvoir maîtriser pour s'en sortir dans le monde en ligne. I don't even attempt to make a full inventory of gains and losses. It's a very large subject, a very contentious subject, by the way, very hotly discussed, and it is much too early to making sums. Who won, who lost? I am interested here in this context only in one thing. This new technology of being together, this new technology of facing up to the challenges of life, how does it influence precisely the topic of tribes, of human relations in general? I suggest that the tribes, in traditional sense, are temptingly replaced by the idea of tribes, do it yourself. Tribes which you select according to your own choice. Tribes which you create according to your current preferences, and you can abolish, opt out from, or simply cast away in case you stop liking them, or you see on the beyond the next corner a prospect of something more interesting and more akin with your preferences. We call these new tribes, I will call them e-tribes, electronic tribes. The widely accepted name for it is the name of network. Now, there is a very big, mind you, difference between idea of tribe and idea of network. Tribe is something I belong to. Network is something which belongs to me. I made it. I listed my friends. I don't know how many friends you made on Facebook. Maybe 500, maybe 1,000. Sky is the limit. But anyway, they are selected by you. And it's childishly easy to add them to the list, and childishly easy to efface them from the list. Equally easy. That is the temptation of being in control. But being in control, mind you, electronically, and being in control electronically on electronic illusion. Because the friends, as they are called on internet, are not the same as the friends understood in times of belonging to a bigger totality, on which you can lean in case of necessity, of which you can think that you come to your succor, to your help, to your assistance in case of necessity, in case of personal misfortune in which you fell. Your task is to create and keep together simply by communicating, by taking messages and sending messages. Keep alive what you call the network. It is the substitute for the real thing. It is something which can fill the gap created by disappearance of the real thing, which was, as I already quoted before from Serres, the belonging issue. Alors il est trop tôt pour faire un bilan. Malgré tout, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la façon dont les nouvelles technologies vont avoir un impact sur les tribus. Et il me semble qu'aujourd'hui, la tribu, c'est la tribu do it yourself, c'est la tribu qu'on se choisit, la tribu qu'on se crée en fonction de ses préférences ou de ses goûts. Donc une tribu qu'on peut rejeter, qu'on peut quitter si ça ne fonctionne plus, ou si on voit quelque chose qui nous intéresse davantage ou qui est plus à notre goût. Donc appelons-les les e-tribus. Les e-tribus, ce sont les réseaux.
Il y a une très grande différence entre la tribu et le réseau. La tribu, c'est quelque chose auquel j'appartiens. Le réseau, on pourrait dire que c'est ce qui m'appartient. Je ne sais pas combien d'amis vous avez sur Facebook, peut-être 500. En tout cas, bon, c'est enfantin de se faire des amis sur Facebook et c'est très facile également de s'en débarrasser. Donc on a l'illusion, comme cela, d'un contrôle électronique. Ce contrôle, il est d'ailleurs uniquement électronique, parce que ces amis, entre guillemets, que nous avons sur Facebook, ils sont différents des vrais amis qu'on a dans la vie, ceux avec qui on ressent un sentiment d'appartenance, dont on peut penser qu'ils vont vraiment être là pour nous aider, venir à notre secours. Donc on a le sentiment aujourd'hui que faire vivre le réseau, c'est devenu un impératif et ça compense d'une certaine façon la disparition des relations humaines authentiques, de l'original. So only everything is easier, quicker, less risky, costing you less effort and less time than orally. That's the great attraction. But again, as in all cases, you gain something, you lose something else, and the price here is the problems which you will have to meet whenever you go out from house, home. God forbid you forgot your cell phone, mobile telephone, you are alone in the wild street of the city without this help of the shelter into which you can run away. The situation becomes dangerous or unpleasant or it's impossible to understand, to penetrate. Now, the challenges which are in the real world, on the street, in the workplace, in university, in your household with your partners and so on, are confronting you as more frightening, simply because we are failing to learn the skills which are perhaps redundant online, but which are indispensable condition of right functioning offline. That is the price we are paying. I will just give you one interesting latest example of the trend. According to latest research, less and less people, less and less frequently use their mobile telephones for talking. Talking is replaced with texting. Why? Because talking, even at a distance, even electronically mediated, still involves direct confrontation with another human being, another subject, not only object of your thoughts, but a real subject with his or her own choices, own preferences, and so on. You have to discuss, you have to argue, you have to confront another opinion. You must leave your comfort zone where the only sights which you see are reflections of your own face. Selfies are a very good example of this trend. That's what we love photographing more than anybody else, than anything else, is our own face. But also another variant of the comfort zone is echo chamber, and any sounds which you hear are echoes of your own views and own ideas. When you are in the street, that is not a solution to problem. You have to engage in something much more difficult, much more risky, which you forgot to learn how to do. Alors évidemment, les avantages du monde en ligne, ils sont nombreux. Le monde en ligne, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins coûteux que le monde réel, le monde hors ligne. Donc voilà pour les avantages. Mais, encore une fois, tout ce qu'on gagne, on le perd d'un autre côté.
Donc Dieu vous garde de perdre votre téléphone. Hein. Si vous perdez votre téléphone, vous êtes aujourd'hui vous êtes perdu. Vous allez avoir l'impression de ne plus savoir que faire. Alors qu'en réalité, les vrais défis, les défis du monde hors ligne, du monde réel, sont beaucoup plus effrayants. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à apprendre à les aborder, ces défis, ces obstacles. Ça demande des compétences qui sont peut-être redondantes dans le monde en ligne, mais qui sont en revanche indispensables dans le monde hors ligne. Il y a des recherches qui ont montré récemment que de moins en moins de personnes utilisent leur téléphone pour se parler. On envoie des SMS, on envoie des textos. Pourquoi ? Parce que parler, c'est se confronter à l'autre, c'est se confronter à un vrai sujet. Un sujet et pas seulement un objet. Donc c'est discuter, ça veut dire exprimer son désaccord, et ça oblige également à sortir de sa zone de confort. Now the big question is, can we actually create a mode of human coexistence starting from relatively brittle, easy to connect and disconnect, easy to tie together and untie a relationship between people? What are the chances of solidarity? After all, in this renewal of tribalism sentiments, which Michel Foucault so beautifully described, and I try to repeat here and develop slightly. Now, that is the substance of this neo-tribalism. Longing from solidarity with other people, is feeling securely, safely placed in some totality which holds hands together and is ready to practice cooperation, mutual help, and things similar like that. By the same token, giving freedom and security in equal measure. So far, what we see are what I call the explosions of solidarity. Explosions of solidarity then being born under these conditions which we experience today. Or, if you prefer, one can speak about carnivalesque solidarity. We have exploded solidarity when people gather together and in a public square. We have been witnesses to such events recently. Now the fashion for that is slowly going away, but once upon a time, not so long ago, we were reading about it in all newspapers, about Ukraine, about Cairo, even about Wall Street being occupied and so on. Explosive, accumulated desire which does not find satisfaction causes people to come together for at least one day or 1 week, feel around people who think exactly like you do, repeating the same slogans, not finding any people thinking differently, because if they are daring to appear in this company, they will be kicked out without any ado. So it's feelings of solidarity. But it is also carnivalesque, as Mikhail Bakhtin, the great Russian linguist and philosopher, described it, interpreting the work of Rabelais, carnivalesque in the sense that putting upside down things as they go daily in the routine, day-by-day succession, having suspended them, people refresh themselves. They get rid of the poison which this very unpleasant routine made to accumulate in them. Refresh themselves and
carnivals, as you know, last 3 days, maximum 1 week, and then you can return with new regenerated strength to the same daily nasty routine which you experienced before, and coach you to go to carnival in the first place. Well, to cut the long story short, I already talked too long, more than my allotted time. To cut the long story short, I will return to from where I began, and I began from saying that we are living today, 2015, in the times when tribalism gaining in force is still seeking in vain the tribes which could accommodate or express or fulfill what it's all about in vain. The process and the traps which are sparking around that process, I try to present, unfortunately, in very great degree of simplification because of the loss of time, but I very much hope that if there is an issue which interests you, you will do much more than I was able to do to grapple what is involved in our present and so also in our future. Donc je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de la solidarité finalement dans ce contexte de renaissance, de réapparition des tribus? Alors bien sûr, on peut être d'accord avec Michel Foucault qui disait que c'est parce qu'on a un désir, une nostalgie de solidarité, de se sentir situé, de se sentir appartenant à un groupe où on va trouver de l'aide mutuelle, etc., que les tribus se forment. Et ce qu'il y a au bout de ce désir de solidarité, c'est notre quête de sécurité. Et d'un autre côté, on ne peut qu'observer qu'il y a aujourd'hui une explosion d'une solidarité quelque peu carnavalesque. On a vu récemment dans les journaux, on entend parler de l'Ukraine, de ce qui se passe en Égypte, des marchés financiers. Et tout cela, finalement, incite les gens à se regrouper, ne serait-ce qu'un jour par an, pour se retrouver avec d'autres gens qui pensent comme eux, dans lesquels ils se reconnaissent, et en compagnie desquels ils vont pouvoir faire l'expérience de ce sentiment de solidarité. C'était l'idée de Mikhail Bakhtin, le carnaval, l'idée qu'il convient parfois de renverser le cours habituel des choses, la routine, pour d'une certaine façon se régénérer avant de retourner à cette routine. Donc, pour abréger et pour conclure, on vit en 2015 aujourd'hui, encore une fois à mon avis, dans une époque où le tribalisme est en quête de ses tribus. Le tribalisme cherche les tribus qui pourraient exprimer ou réaliser le potentiel du tribalisme. Voilà, je me suis tenu autant qu'il était imparti, mais je vous encourage bien évidemment à creuser tous les thèmes que j'ai évoqués. Je vous remercie vivement.